Notre invité Vincent Jeanbrun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LR du Val-de-Marne, porte-parole du groupe LR Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, ancien maire, enfin toujours maire jusqu'au mois d'octobre, puisque les travaux à l'Assemblée nationale n'ont pas repris. Ouais. Ça commence le 1er octobre. Vous êtes encore maire de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne jusqu'au 1er octobre. La plus belle ville de France. Bon, ça c'est un vaste débat. On va pas ouvrir ce débat. Bon, Michel Barnier, que vous connaissez bien. Oui. Michel Barnier nous dit il faut garder l'esprit olympique. Ça veut dire quoi, l'esprit olympique? Ça veut dire s'unir, que les Français restent gais, joyeux. Oui, c'est pas si facile que ça de garder l'esprit olympique aujourd'hui, Vincent Jeanbrun. Vous avez raison, c'est un défi, mais comme les Jeux Olympiques, c'est un défi qu'on peut gagner, qu'on peut réussir. Il y a deux choses importantes. La première, c'est avoir l'espoir que ça marche. La situation est difficile et quand on s'est lancé dans les Jeux Olympiques avec l'ambition qui était la nôtre, c'était compliqué, il y avait des doutes et finalement on a bien fait d'y croire. Donc ce gouvernement Barnier, qui va avoir une tâche très très difficile, il faut lui donner de la force, il faut lui donner de l'espoir. Et puis un autre élément fondamental, c'est additionner les forces. Moi ce que j'ai trouvé fantastique aux Jeux Olympiques, c'est ça, c'est qu'il y avait une équipe de France, il y avait un collectif, on y croyait, on additionnait nos forces, quelles que soient d'ailleurs nos origines, le milieu social, la zone géographique, c'était pas le sujet. Et quand il y avait les journées parlementaires, Michel Barnier nous l'a dit. Il a dit en fait, oubliez les mots cohabitation, coalition, c'est pas le sujet. On va parler de mutualisation, on va parler d'additionner les forces. C'est le défi qui est devant nous. Oui, d'accord, mais c'est très bien de vouloir additionner les forces, mais quelles forces? Qui veut s'additionner, si je puis dire? Qui veut faire partie de l'équipe olympique de Michel Barnier? Je crois qu'il y a, pour l'instant, je vois pas grand monde. Heureusement, oui. On a dans notre pays des forces politiques qui sont responsables et constructives et qui se disent, bah voilà, on a des différences, mais on est capable demain de travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il n'y a pas des forces politiques responsables, eh bien, l'autre scénario, c'est le scénario du pire, c'est-à-dire pas de budget pour la France, des fonctionnaires pas payés. Dans 2 semaines. Et ça vient très très vite. Et oui. C'est-à-dire que si on n'a pas voté le budget en décembre, effectivement, il faut lancer la procédure là dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on lance la procédure et budget voté avant décembre. Avant décembre. Sinon, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de services publics dans ce pays. Donc c'est ça la Est-ce que les fonctionnaires risquent de ne pas être payés? Ce risque-là existe ou pas? En réalité, on a un système de protection qui est ce qu'on appelle les 12/12e. Je veux pas être technique, mais globalement, on prend le budget de l'année précédente, on le coupe en 12, les 12 mois de l'année. Oui. Sauf que ça pose un certain nombre de problèmes, parce que si vous aviez des embauches de prévues, si vous aviez des modifications, il n'y a pas l'argent. Donc oui, on peut avoir demain des stops pour nos services publics, ce qui serait évidemment une folie dans un beau pays comme la France. Donc on a ce défi de responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que la droite républicaine a toujours maintenu le dialogue avec le président de la République. Même si au début, la droite républicaine a dit il n'est pas question de participer à une majorité. Puis ça a évolué quand même. Je me permets de rebondir sur le mot majorité, parce qu'il y a une différence entre ne pas participer à un gouvernement, ce qui était notre proposition juste après les élections législatives, mais par contre, on avait dit clairement qu'on pourrait faire partie d'un vote majoritaire, d'une majorité de vote, à travers le pacte législatif. Ça veut dire qu'en gros, on a dit, nous, on n'est pas dans la recherche des postes, des places, mais en gros, on est dans le combat des idées. Programme, on veut appliquer ce programme, donnez-nous la possibilité de l'appliquer, quoi. En tout cas, on disait, en fait, on a dit au président de la République, si vous choisissez un Premier ministre qui est capable de nous entendre sur les questions qu'on a mis dans le pacte législatif, c'est-à-dire la sécurité, la protection de nos frontières, la revalorisation du travail et la revalorisation des services de proximité, services publics de proximité, alors on sera prêt à voter avec. C'est-à-dire on prendra nos responsabilités, même si c'est pas un gouvernement comme le nôtre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Laurent Wauquiez, président de notre groupe, à Emmanuel Macron, au moment où Cazeneuve était pressenti. En disant, évidemment, Monsieur Cazeneuve, c'est pas la droite républicaine, c'est pas nous, on va pas aller dans un gouvernement avec lui. Par contre, s'il est capable de travailler sérieusement sur des sujets comme la sécurité, la protection des frontières, la revalorisation du travail, eh bien, on ne le censurera pas et on peut même aller voter des textes qui iraient dans le bon sens. Vincent Jeanbrun, quand sera connu le nouveau gouvernement? À mon avis, normalement cette semaine, mais plutôt fin de semaine. Fin de semaine. Ouais. On parle de dimanche. On parle de dimanche, oui. Confirmé. Pas avant dimanche. Je suis pas Premier ministre. Non, vous n'êtes pas Premier ministre, mais vous êtes au courant. Il faut comprendre. Vincent Jeanbrun, il faut comprendre qu'il y a deux choses importantes. Vous êtes président du groupe. Il faut équilibrer ce gouvernement. On en parlera peut-être. Et puis ensuite, on est dans un pays où on tient à ce qui est la probité pour chacun des membres du gouvernement. Donc il y a une agence qui s'appelle la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique,
qui travaille à vérifier tous les comptes, pour éviter les scandales qu'on a connus. Donc pas avant dimanche, vous confirmez? Je confirme pas, mais je pense qu'on aura du mal à avoir avant dimanche. Ouais. Oui, et peut-être même la semaine prochaine. Oui. Je ne sais pas. Vincent Jeanbrun. Bon, qui au gouvernement? Parce qu'il va bien falloir composer une équipe. Alors, est-ce que Laurent Wauquiez sera ministre ou pas? C'est au Premier ministre d'en décider et à Laurent Wauquiez de savoir s'il accepte ou pas si on lui propose quelque chose. Mais en l'occurrence, Michel Barnier, il a une équation complexe à résoudre où il faut additionner les forces, je le disais tout à l'heure. Et donc, ça veut dire avoir des personnalités de la droite républicaine, et ça ferait sens d'avoir des personnalités comme Laurent Wauquiez, comme Bruno Retailleau, peut-être comme Valérie Pécresse. On manque pas de profils expérimentés à la droite républicaine, mais évidemment qu'ils doivent s'additionner à d'autres personnalités, d'autres formations politiques, que ce soit le MoDem, que ce soit peut-être l'UDI, que ce soit Vous-même au gouvernement? Vous savez, moi je suis candidat à rien. Ce qui compte, c'est la feuille de route. J'imagine, mais on vous l'a proposé ou pas? C'est pas le sujet du tout. Et je pense que Michel Barnier, son équation aujourd'hui, c'est d'avoir des gens expérimentés qui soient capables de se mettre immédiatement au travail. Parce qu'on n'a pas une seconde à perdre. Vous le disiez tout à l'heure, dans moins de 15 jours, on commence à analyser le budget. Donc il ne faut pas des perdreaux de l'année non plus. Il faut des gens qui aient de la bouteille. Est-ce que des ministres de Gabriel Attal resteront au gouvernement? Encore une fois, c'est au Premier ministre d'en décider. Vous le souhaitez ou pas? Mais à un moment donné, il faut envoyer un message d'unité olympique, comme vous disiez. Donc il faut qu'on garde la capacité à additionner les forces, d'une part. Mais d'un autre côté, il va falloir aussi montrer qu'il y a une rupture. Parce que si les Français avaient voulu garder, à proprement parler, le gouvernement de M. Attal, ils auraient voté pour lui. Oui, mais pas le cas. Oui, mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous allez garder des ministres actuels? Je pense que c'est probable, oui, tout à fait. Oui. Maintenant, il faut savoir lesquels, à quelle fonction. Mais il y aura des ministres de Gabriel Attal dans ce gouvernement Barnier. Encore une fois, je n'ai pas plus d'informations que vous. C'est probable. Je n'ai pas plus d'informations que moi, bien sûr que si. Mais j'analyse la situation et je pense qu'il y aura probablement quelques ministres sortants qui seront encore dans. Vous avez vu François Bayrou qui appelle à ne pas donner trop de poids aux Républicains. Mais je comprends que nos partenaires demain demandent... Parce que maintenant, vous êtes partenaires avec le MoDem, avec Renaissance, vous êtes des partenaires maintenant. On est dans une logique, je le disais tout à l'heure, de mutualisation. On additionne nos forces. Donc chacune de ces formations va avoir un contrat avec le Premier ministre, un contrat de gouvernement, de manière à ce qu'autour de Michel Barnier, il y ait un bloc qui se constitue, qui permette de passer le budget à l'Assemblée nationale. C'est technique, c'est compliqué, c'est pas simple. Personne à la droite républicaine ne crie victoire, c'est pas le sujet. On est heureux que ce soit un Premier ministre LR, et évidemment que ce soit en plus Michel Barnier, mais nous on demande juste à être considérés à notre juste place. Ça veut dire la première formation du Parlement, parce que j'entends beaucoup, vous n'avez que 47 députés. Oui, c'est vrai, nous n'avons que 47 députés à l'Assemblée, on va pas contester ce chiffre-là. Mais le Parlement en France, c'est 2 chambres, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Et en cumulant les deux, nous sommes la première force politique du pays, sans même parler de tous les maires, les départements, les régions sur lesquels nous sommes en responsabilité. Donc, faut pas non plus nous réduire à 47 petits députés, qui d'ailleurs sont aujourd'hui le mouvement charnière, parce que c'est le mouvement le plus responsable, celui qui a été le plus constructif depuis le début. Et je crois que c'est nous qui avons débloqué la situation. Est-ce qu'il faut des ministres de gauche dans ce gouvernement Barnier ou pas? J'ai entendu que c'était la volonté de Michel Barnier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ministre de gauche? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encarté, pas encarté? On a entendu que beaucoup de personnes avaient été sollicitées et avaient dit non. Moi, j'entends qu'il y a besoin de donner la parole à tous ceux qui se sont exprimés dans l'élection législative. Et il y a eu 3 blocs. Il y a eu ceux qui ont voté Marine Le Pen en disant on veut plus de sécurité, plus de protection aux frontières. Il y a un bloc plus central qui a dit maintenant ça suffit, la dette qui explose, les impôts qui augmentent sans cesse, il faut de la rigueur dans la gestion du pays. Et puis vous avez aussi un peuple de gauche qui a dit les injustices sociales ça suffit, on veut pouvoir vivre dans un pays où il y a une vraie égalité des chances. Et ben, il faut que le gouvernement reflète ça aussi. Donc des symboles de gauche, probablement, si on peut en avoir, ça peut être une bonne chose. Maintenant, la vérité, c'est qu'une fois de plus, la gauche ne veut pas gouverner. Je dis une fois de plus parce que M. Cazeneuve aurait été Premier ministre, là, on commenterait la constitution du gouvernement de M. Cazeneuve si la gauche avait voulu gouverner. Mais il a été trahi par les siens, c'est la gauche elle-même qui n'a pas voulu de Cazeneuve Premier ministre. Et là, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des personnalités de gauche à qui on tend la main et qui disent « Bah non, finalement, ça m'intéresse pas, je préfère penser à ma prochaine réélection locale qu'à l'avenir de la France et des Français. » Vincent Jeanbrun, des questions concrètes sur ce que pourrait être un gouvernement Barnier et surtout une manière de gouverner de Michel Barnier. Première question, est-ce que vous allez augmenter les impôts ou pas? Il n'est pas question d'augmenter les impôts?
La ligne rouge du pacte législatif de la droite républicaine, c'est on arrête la pression fiscale sur ce pays. Donc pas d'augmentation d'impôts. Je vais vous répondre très clairement, mais la pression fiscale, on est quand même le champion du monde en termes de pression fiscale. C'est-à-dire qu'on fait les poches des Français plus qu'aucun autre pays dans le monde. Donc ça, maintenant, ça suffit. Après, Michel Barnier l'a dit aussi, il ne faut pas s'interdire plus de justice fiscale. Ça veut dire que on arrête d'augmenter les impôts au global, c'est sûr. Après, on a le droit de regarder la répartition. Et il peut y avoir à certains endroits... Taxer davantage les plus riches ? C'est au Premier ministre vous gouvernement de le dire. Vous interdisez pas ? Taxer là où ce serait juste de taxer, c'est une chose. Maintenant, je vais vous le dire, moi je crois que moins on touchera aux impôts, mieux ce sera, parce que les Français n'en peuvent plus des impôts. Mais il y a un moment donné, si on veut est-ce que vous êtes partisan à une plus forte taxation des plus riches ? Moi, je suis pour plus de justice fiscale. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, un des combats que nous menons, c'est de réhabiliter... Je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin, c'est réhabiliter le travail. Faire en sorte que le travail, ça paye. Pour mettre en exemple ceux qui bossent. Et pour ça, il faut qu'on rapproche le salaire net du salaire brut. Parce que quand vous avez quelqu'un qui touche 3 000 net et qui coûte 6 000 à son entreprise, il y a un truc qui va pas. Donc, si on allège les charges sur le salaire, se posera la question de savoir où est-ce qu'on les reventile. Parce que, à l'inverse, ce serait mentir aux Français que dire que, hop, on ira. Donc, il y a deux choses. Il y a pour ça des économies. Il faudra en faire. Et puis, peut-être, répartir différemment l'assiette fiscale. Oui, mais pour une bonne raison. C'est pas augmenter les impôts parce qu'on veut de l'argent magique. C'est faire en sorte de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et dans ce cas-là, comment on reventile les choses ? Ce sera à nous de le travailler. Alors, certains craignent que vous augmentiez la TVA. C'est pas du tout évoqué aujourd'hui. Et je ne crois pas que ce soit signe de justice fiscale à ce stade. Bien. Immigration, un ministère ou pas ? Faut-il un ministère ou pas ? En tout cas, il faut absolument prendre ce sujet à bras-le-corps. Il n'y a pas 11 millions de Français qui votent pour Marine Le Pen, comme ça pour le plaisir. C'est qu'à un moment donné, il y a une problématique en France, notamment d'immigration illégale. On a, Michel Barnier parlait à un moment donné de passoires, nos frontières sont des passoires. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne, où l'Allemagne remet des frontières et des contrôles aléatoires. Hein. Attention, il n'y a pas des douaniers à chaque frontière allemande. Hein. Non, on n'en est pas là. Mais il y a quand même cette volonté de reprendre le contrôle de nos frontières. Non pas pour dire plus personne ne rentre. On pourrait faire la même chose ? Il faut faire la même chose que l'Allemagne ? Il faut reprendre le contrôle de nos frontières, c'est-à-dire avoir le droit de choisir qui rentre, qui sort. C'est pas pour dire plus personne ne rentre, c'est juste retrouver la porte d'entrée de la maison en fait. Parce que vous accueillez bien les gens quand vous êtes capable de dire vous êtes invité à telle heure, on ouvre la porte, on vous accueille. C'est important parce que ça permet derrière d'avoir une logique d'intégration. Si vous ne contrôlez pas qui arrive sur le territoire, c'est quand même très difficile derrière de les intégrer correctement. Or je pense que la France, elle s'honore à accueillir dignement des personnes du monde entier. Mais encore une fois, il faut que ça se fasse légalement. L'AME, est-ce qu'il faut toucher à l'AME, supprimer l'AME ? Moi, je pense qu'il faut faire évoluer l'AME parce qu'aujourd'hui, ce qui était une magnifique idée de l'époque de Jacques Chirac, qui était de faire en sorte que quelqu'un, même s'il était sur notre territoire sans droit ni titre, dans une situation d'urgence et de détresse, eh bien, on puisse l'aider. Au fond, c'est le serment d'Hippocrate des médecins. Ils ne regardent pas si vous êtes avec ou sans papier. Ils vous aident, ils vous soignent. Donc, cette logique, elle était basée sur l'urgence à l'époque et elle doit revenir sur l'urgence. Quand vous avez des Français qui n'arrivent pas à se payer des lunettes, qui n'arrivent pas à aller consulter le médecin régulièrement et que, à côté de ça, vous avez des systèmes qui sont en plus d'ailleurs très très bien organisés avec certaines associations où vous avez un traitement long terme de personnes qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire, c'est pas juste. Et là, c'est pas parce qu'ils seraient étrangers. Un étranger légalement sur notre territoire, il doit pouvoir bénéficier évidemment de la solidarité. Mais là, on parle de personnes qui sont chez nous de manière illégale, sans droit ni titre. Et donc vous supprimez l'AME, vous la remplacez par ce qu'on appelle l'AMU maintenant. De soins urgents. Urgent, voilà, c'est quelqu'un qui serait en danger immédiat. Il faut qu'on puisse l'aider. Vous appelez ça l'AMU ? Oui, aide médicale d'urgence. Oui. Aide médicale d'urgence. La réforme des retraites, fameuse réforme des retraites. Le RN dit que le 31 octobre, il demandera, à travers une proposition de loi, la suppression de cette réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous pourriez évoluer sur la réforme des retraites ? Est-ce que vous pourriez la faire évoluer ? Moi, je suis pas pour l'abrogation, pour des raisons d'ailleurs économiques évidentes, et la situation économique du pays est dramatique, donc on peut pas promettre n'importe quoi. Par contre, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle peut être encore plus juste, et notamment sur les carrières longues, sur la pénibilité. Donc il y a probablement des évolutions à apporter absolument. Donc retravailler.
Moi, j'y serais favorable à titre personnel. À titre personnel, que la réforme des retraites soit retravaillée. C'est une proposition que pourrait faire Michel Barnier. On a besoin de plus de justice sociale. On a aujourd'hui un pays fracturé. Le meilleur moyen de remettre tout le monde dans l'esprit olympique qu'on évoquait au début de l'émission, oui, c'est de faire en sorte que chacun ait l'impression d'être pris en compte et pris en considération. Et ça passe par aussi plus de justice. Quand vous avez commencé à bosser à 16 ans dans des conditions de pénibilité importantes, il faut que ce soit pris en compte de manière très sérieuse. Comment Michel Barnier va gouverner par rapport à Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez qu'il va faire preuve d'indépendance? Alors je suis absolument convaincu qu'il va faire preuve d'indépendance. Il nous l'a dit aux journées parlementaires. Il n'y a aucun domaine réservé pour le président de la République. Aucun domaine. Il a dit qu'il pouvait y avoir des domaines partagés, mais pas réservés, ce qui dit déjà beaucoup. Et par ailleurs, il y avait la tradition de cabinet commun entre l'Élysée et Matignon. Et effectivement, là aussi, Michel Barnier était très clair, il n'y aura plus de cabinet commun. Donc une vraie indépendance. Le président de la République préside, le Premier ministre gouverne. C'est l'esprit de notre Constitution et de nos institutions. Émeute de juin 2023, votre maison a été attaquée par des émeutiers, votre femme a été blessée. Est-ce que les agresseurs ont été retrouvés, Vincent Jeanbrun? Merci de poser la question. Non, à cette heure, aucun agresseur n'a été retrouvé. Comment se fait-il? Malgré beaucoup de travail de la police, de la justice, on a en France un système qui ne permet pas d'aller au bout de tout ce que les outils permettraient. Je veux dire tout simplement que dans d'autres pays démocratiques, sous le contrôle d'un juge, on aurait pu avoir des investigations sur les téléphones portables beaucoup plus importants. Pour dire les choses simplement, en France, on se limite au bornage. Oui. Mais quand vous êtes dans une ville comme La Île-et-Rose, qui est très dense, il y a 5000 téléphones, pour pas dire 30 000, qui ont borné ce soir-là. Donc en fait, ça ne sert à rien, cette donnée-là. Mais dans d'autres pays, on aurait pu demander aux opérateurs, on aurait pu demander aux applicatifs, quelle application était active, à quelle heure, pour quel contenu, etc. Encore une fois, tout ça sous le contrôle d'un juge. Il ne s'agit pas de tomber dans un état policier. Mais j'ai vu, moi, des policiers me dire, en fait, on a été au bout de ce qu'on a le droit de faire, mais pas au bout de ce que les outils nous auraient permis de faire s'il y avait un cadre légal. Donc, vous voyez, on en parlait un peu en antenne, c'est pas simple de quitter une mairie pour devenir parlementaire, parce qu'on est attaché à sa mairie. Mais ce qui l'explique aussi, au bout d'un an après les émeutes, c'est que j'ai eu le sentiment que rien n'avait bougé. Rien n'a bougé, il n'y a pas eu une loi, pas un moyen supplémentaire, pas un euro supplémentaire pour faire en sorte que ce qu'on a connu l'été 2023 ne se reproduise pas. Et pour moi, pour ma famille, c'est juste insupportable d'imaginer que on passe ça sous le tapis, on fait comme si ça n'avait pas existé. Moi, je veux m'assurer demain que ça n'arrive plus à mes enfants, bien sûr, mais aux enfants de tous ceux qui s'engagent en politique et tout simplement à tous les citoyens. On a le droit à la sécurité dans ce pays. Pour ça, il faut avoir le courage de mettre en place un certain nombre de règles nouvelles. Comment va votre épouse, au passage? C'est très gentil de demander. Beaucoup mieux, évidemment. Beaucoup mieux. Elle termine sa phase de rééducation pour le genou qu'elle s'était cassé. Et puis pour nous, vous savez, nos enfants, surtout, vont beaucoup mieux. Ils ont fait une super rentrée, donc on va beaucoup mieux. Bon, Vincent Jeanbrun, vous êtes maire d'une ville dans le Val-de-Marne qui, comme toutes les autres villes, malheureusement, est le théâtre de trafic, de stupéfiants ou autres. Vous avez battu Rachel Keke. Oui. Ce qui n'a pas été facile. Elle était candidate à LFI, je le rappelle. Oui. Et l'autre jour, je recevais Sébastien Delogu à mon micro. Vous l'avez écouté? J'ai écouté. Et alors? D'abord, j'étais scandalisé de voir qu'il ironisait sur des choses aussi graves que le maréchal Pétain. Mais ça m'a pas étonné, puisque vous le disiez à l'instant, donc on a eu une campagne législative assez musclée face à Madame Keke, et il était venu à La Île-et-Rose haranguer les petits voyous des cités en leur disant de se mobiliser, que effectivement, vous savez, on est face à des candidats qui n'hésitaient pas à dire que la police tue les enfants. Donc effectivement, il y avait une espèce de parti pris. Rachel Keke a dit la police tue les enfants. Rachel Keke a dit sur l'antenne de vos confrères, la police tue vos enfants. Ce qui d'ailleurs m'avait valu une scène assez compliquée avec elle, puisque je lui avais fait un accueil républicain en tant que maire, c'est la députée de la circonscription. J'étais revenu sur cette affaire en lui disant, mais Madame Keke, vous vous rendez bien compte que vous avez heurté tous les policiers honnêtes de ce pays qui ne sont pas là pour tuer les enfants. C'était énervé en me disant, mais vous pouvez pas comprendre ce que je veux dire, puisque vous êtes blanc, vous êtes riche, ce qui est faux par ailleurs, moi j'ai grandi en cité HLM, et elle a conclu en disant, j'aimerais bien que la police tue vos enfants
pour que vous rendiez compte de ce que ça fait. Donc c'est face à des gens comme ça qu'on se bat aujourd'hui en politique, c'est-à-dire des gens qui sont dans la haine, qui sont dans la colère, qui sont dans le chaos. Et Monsieur Delogu, à chaque fois qu'il est venu à la Île-et-Rose, c'était pour effectivement faire une harangue des jeunes des quartiers contre le maire, contre les institutions et contre la police. Donc ça fait peur, effectivement. Et encourageant le trafic de stupéfiants ? En tout cas, le sentiment qu'il donne sur un certain nombre de vidéos, parce que voilà, on a senti qu'un des arguments électoraux, c'était on va légaliser, on va vous permettre de dealer beaucoup plus facilement, etc. Bon, moi, j'étais pas sur place, mais on voit bien que c'est cet esprit-là qui règne. Ouais. Oui, François Ruffin, qui dénonce en fait cette façon de faire de la politique d'LFI. J'ai trouvé très courageux la position de François Ruffin de dire, d'ailleurs même d'avouer lui-même qu'à certains moments il était presque dans une logique de campagne communautarisée, c'est-à-dire qu'en fonction de l'apparence des gens, s'ils étaient issus de l'immigration, il leur donnait plus facilement un tract de Mélenchon qu'à d'autres. Et la capacité de l'avouer et puis derrière de dire mais en fait je me rends compte que la LFI maintenant c'est plus une formation républicaine au sens de l'universalisme républicain, mais c'est clairement du communautarisme assumé et du petit marchandage, parce que ce qu'on dit là sur Monsieur Delogu dans les quartiers nord de Marseille, c'est ce qu'il fait, il traite avec les mafias en fait, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on a un défi, c'est de séparer les forces républicaines de gauche dont on a besoin dans notre démocratie de ces gens qui sont aujourd'hui dans l'extrémisme et dans la volonté d'être dans le chaos permanent. Moi, c'est ça que j'ai vécu régulièrement. Merci Vincent Jeanbrun d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57, ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, allez-y sur les réseaux sociaux. Il est 8h57, Patrick Roger sera avec nous juste après les infos de 9h.